On commence bien avec Florian, qui fait le ménage. Magnifique timing. On n'est pas tous au chômage ici, il y en a qui reprennent à 14h pile. Bon, ça va? Ça va, Salut, il y a Stan qui vient nous rendre visite. Il y a Gildas qui est de l'autre côté de la caméra. Ici. C'était quoi le menu, Florian? Petit sandwich mozzarella di bufala et aubergine grillée. Classique. Diète. Bon. Bonjour à Tech Tea Times. Sympa le nom. Bonjour à... C'est Valérie, d'accord. Bonjour à 03 Eric C. Eric B. Bonjour à Ben Marsto. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de... On va comparer un peu les outils de front liés à Airtable. Alors dans la place, on n'a pas tous les mêmes. On n'est pas associés aux mêmes chapelles. Chacun ses outils privilégiés. Et donc on va un peu parler de tout et de voir un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun des outils. Et puis on va vous montrer un petit peu des exemples. Et puis on m'entend pas? Si, on t'entend, mais... Impeccable. J'ai pas, je suis chez un client, donc c'est pour ça que je suis pas en setup parfait. Voilà. Stan est un perfectionniste de la technique. Voilà, Stan, voilà, c'est un youtubeur, donc il y a un peu de perturbation. Ok. Bon bah je vais essayer de pas parler, laisser la parole aux autres, et puis voilà quoi. Donc alors, donc les outils, il y en a plein. Et donc, on peut nommer déjà ceux auxquels on va parler. On va parler de software beaucoup. On va parler de stacker, de mini-extensions, d'interface, évidemment. Et puis de tous les autres outils qui peuvent avoir l'intérêt pour faire un front. Et notamment Glide. Ça, mais là, il faudra faire deux trois choses si ça l'intéresse. Réagir. Voilà. Donc, moi, je vais laisser la parole pour la partie software, puisque c'est pas un outil que j'utilise pour l'instant, mais on a des aficionados dans l'auditoire. Bah après, avant de partir sur un outil, il faut peut-être, je sais pas le niveau de connaissance des personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront, mais peut-être juste repréciser un peu les enjeux et que on travaille avec Airtable, qui est un outil fantastique, mais les vues par défaut peuvent parfois rentrer leurs limites en termes d'utilisabilité, pour partager aussi. On ne peut pas forcément toujours partager la totalité d'une base. On veut parfois développer des fonctionnalités spécifiques, et pour ça, on peut avoir envie d'utiliser ce qu'on appelle un front, c'est-à-dire une interface qu'on va venir plugger d'une manière ou d'une autre aux données Airtable, et qui nous permettra d'interagir, de visualiser, etc., avec les données de la base Airtable de différentes manières. Et ça pose tout un tas de questions sur déjà les cas d'utilisation. Est-ce que c'est juste, on veut faire une landing page qui liste les records? Est-ce qu'on veut faire un espace avec différentes interactions, etc. Il y a des sujets de fonctionnalité, mais aussi beaucoup de considérations techniques dont on va parler aujourd'hui. Et salut Noam. Salut Noam. Bon. Ouais, du coup, l'idée, c'est voilà, de parler non seulement de software, mais aussi de mettre en parallèle software avec les autres outils, comme Interface Designer, comme une extension, comme Stacker, et de parler des avantages, mais aussi des limites. Et on va vous présenter aussi différents usages, différents cas pratiques qu'on a mis en place. Est-ce que je commence en parlant de software, Julien? Est-ce que j'y vais? Vas-y. Super. Parce que c'est vrai moi, je bosse beaucoup du coup sur des projets Airtable avec mes clients. Et se pose du coup très vite la question de quelle interface on utilise, surtout que les interfaces Airtable prennent de plus en plus de puissance, de plus en plus de place voilà, dans cet univers des interfaces. Et du coup, pour parler rapidement des interfaces avant de basculer sur software, c'est vrai que moi, je conseille interface
Juste vas-y. pour préciser, parce que là tu dis choisir quelle interface, utiliser les interfaces. Ouais. Donc il y a déjà la question de choisir le front, et parmi ces fronts, il y a une solution qui est Interface Designer, qui est une solution directement intégrée dans Voilà. Airtable. Voilà, donc ça, c'est l'un des gros avantages d'Interface Designer, c'est que c'est directement intégré dans Airtable et que du coup, il n'y a pas de coût supplémentaire. C'est l'un des gros avantages et qu'on peut créer voilà, des dashboards dynamiques en fonction de toutes vos données qui sont dans Airtable, dans différentes tables, pardon, Airtable. L'autre avantage d'Interface, c'est que l'interface interagit directement avec les données Airtable sans passer par des calls API, puisqu'il y a des limitations sur le nombre de calls API, maximum 5 calls API par seconde pour une base. La plupart du temps, ça pose pas de soucis, mais pour certains sujets, pour certains projets, c'est pas aussi simple. Donc, avoir une solution de front qui ne vient pas taper dans le quota de call API, ça peut être intéressant aussi pour pas mal dans pas mal de cas. Et ce que tu dis, dans la veine de ce que tu dis, c'est que oui, ça interagit directement avec les données Airtable et du coup, on peut en fait très facilement choisir quelles sont les données qu'on veut laisser éditables par les utilisateurs et celles qu'on met simplement en visuel. Mais là, pour moi, il y a un problème qui se pose, c'est qu'en fait, on donne accès soit à l'ensemble de l'interface à l'utilisateur, soit non, en fait. On ne peut pas gérer, je trouve, de manière très granulaire les accès sur les interfaces. On ne peut pas se dire, par exemple, dans le cas d'un CRM, voilà, je veux que tel commercial ait accès à uniquement ses données sur son interface et tel autre uniquement à ses données, ses clients, ses commandes. Donc ça, je trouve que c'est une grande limitation d'interface designer. Je ne sais pas si vous avez des infos sur comment va évoluer cet aspect par la suite. Je ne sais pas, Noam, par exemple, si tu sais. J'ai très peu d'infos sur l'interface designer. La seule info que j'ai eue, c'est que y a la limitation actuelle dans laquelle l'interface, quand tu accèdes à l'interface, l'utilisateur qui accède à l'interface, il peut avoir accès directement à la base. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt quand on veut justement faire en sorte que l'utilisateur ne soit pas submergé d'infos. Mais Airtable va corriger ça. C'est-à-dire que prochainement, dans leur roadmap, de donner la possibilité de limiter l'accès à la base pour les utilisateurs de l'interface. C'est tout ce que. Mais c'est hyper important. C'est un changement pour moi qui est très important. Ça va déjà améliorer beaucoup de choses. Hein. Je pense qu'on ne prend pas beaucoup de risques en se disant qu'Interface va de plus en plus devenir un produit à part entière qui ne donne pas accès à tout, où on peut déterminer qui a accès à quelle interface, qui a accès à quelles données. Ça paraît assez logique qu'Airtable se dirige dans cette direction, mais on ne sait pas exactement dans quel délai. Peut-être que dans 3 ans, ça sera toujours pas fait. Dans 3 ans, Interface ne sera peut-être toujours pas au niveau de software. Oui, je pense que c'est pas leur but. Alors ça c'est mon flair. Hein. C'est personne ne me l'a dit, c'est mon flair. Mais je pense pas qu'ils vont aller vers du stacker. En fait, l'objectif, c'est vraiment l'interface de cet Airtable, c'est vraiment dire, je veux pas que quand l'utilisateur arrive, il soit submergé d'infos et qu'il parte, en gros. Et l'interface, ça va être vraiment ça l'objectif. Voilà, c'est d'avoir un truc épuré. Je pense pas qu'ils vont dans la direction de stacker, mais encore une fois, c'est un. Mais donc pour moi, l'usage privilégié des interfaces, oui, c'est pour les outils internes, dans le cas de CRM ou de suivi de projet. Par exemple, moi, j'ai beaucoup utilisé pour gérer la planification de commandes, suivre des préparations, gérer des adhérents dans une association. Et donc, c'est vraiment pour un usage interne parce que justement, on va payer en fait à chaque collaborateur qu'on ajoute sur cette interface. On va payer un abonnement Airtable, quoi. Puisque, encore une fois, un utilisateur d'interface égale un utilisateur de la base, donc il n'y a pas de séparation. Et on avait fait un Airtable Arena sur le sujet. Je ne sais plus où est dispo le replay, Julien, sur ta chaîne, sur la chaîne No Code. Ouais, sur la chaîne No Code Operations. Ok. Donc, sur la chaîne YouTube No Code Operations, il y avait le live qu'on avait fait, notamment avec Élise et Gildas sur les interfaces. On en avait discuté plus en détail sur toutes les possibilités. Moi, ce que je vois par rapport à l'interface vis-à-vis de mes clients, l'enjeu, c'est quand ils ont
quand l'information est morcelée dans différentes tables, et qu'il y a besoin d'avoir une vision globale pour faire des actions, typiquement ce qu'avait montré une fois Elise avec de la génération de documents, ce que j'ai repris, pour avoir toutes les informations sur la génération d'un document qui sont dans différentes tables, avoir la synthèse et faire les actions, c'est des gains de temps monumentaux. Et c'est vrai qu'en termes de... Ce n'est pas que juste un beau visuel, c'est des gains de temps monstrueux pour les clients et des clients qui sont vraiment très contents lorsque ils passent d'Airtable à l'interface, en l'occurrence pour interface, mais ça peut être, je pense, tous les autres types d'interfaces. Quand ils ont travaillé un moment dans les tables et qu'ils arrivent dans les interfaces, ça leur change la vie. C'est vrai que la logique table par table d'Airtable a du sens, mais jusqu'à un certain point, et les interfaces notamment permettent de dépasser ça de manière très puissante. Notamment aussi pour avoir, je trouve que c'est intéressant, notamment pour avoir des graphiques et des données au même endroit, quoi, de tout regrouper et d'avoir quelque chose de plus visuel. Parce qu'avant, moi, je trouvais que c'était pas hyper pratique d'avoir les graphes sur le côté et pas pouvoir. Alors, est-ce que des gens veulent montrer des interfaces? C'est ça la question maintenant. Parce que les gens, ils sont là, ils aiment le blabla, mais ils aiment voir des choses aussi, c'est pour ça. De mon côté, moi, j'ai les mêmes interfaces que j'ai montrées la dernière fois. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent. J'en ai pas sous la main. Là. Vas-y, moi aussi j'ai une interface de génération de documents, donc vas-y Elise, montre-en une. Et puis, moi, sur la génération de documents, c'est vraiment un usage que je trouve vraiment important et qui apporte vraiment beaucoup de valeur. Pour faire vraiment le check de toutes les datas qui va être dans le document et ensuite générer, c'est une tuerie. Vraiment. Oui, mais je peux vous montrer une interface de démo que j'avais construite, même qui reste assez simple. Alors. Moi, je partagerai aussi un truc. Attends, je vais juste partager aussi mon écran. Ça fait... Tu veux. Non, vas-y. C'est juste que je les prépare de mon côté aussi. Est-ce que vous voyez? Noam, c'est autour de toi qu'il y a des gens qui parlent en anglais. Désolé, je mute. Merci. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais. C'est bon? Ok. Parce que j'ai qu'un seul écran là, donc je ne peux pas trop suivre le live en même temps. Mais voilà, du coup, là, c'était une interface voilà, pour un CRM de démo. Et donc, voilà, il y a une interface pour gérer les contacts, les missions associées à ces contacts, les devis associés à nos missions. Et après, un dashboard assez simple pour suivre les KPIs, sachant que j'ai pas poussé le dashboard très loin. Et voilà, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que là, on peut regrouper sur une même interface ces informations de contact qui sont dans une table contact, mais aussi les informations du compte associé au contact. Donc, en fait, sur un même compte, il peut y avoir plusieurs contacts. Et grâce au magnifique record picker, qui est un élément d'interface, on peut comme ça récupérer des données qui sont cachées stockées dans plusieurs tables. Et on peut en plus ajouter les instructions. Là, tu as mis le petit rappel, attention, ces données sont communes à tous les contacts de ce compte. Enfin, on peut aussi donner aux utilisateurs des instructions pour bien utiliser les interfaces, qui est assez pratique. Et après, on peut, sur la même interface, encore une fois, afficher toutes les missions du contact et ajouter facilement une nouvelle mission. En fait, là, quand on clique, ça renvoie vers un formulaire d'ajout de nouvelles missions et avec, par exemple, le contact qui se pré-remplit. Donc ça, c'est possible. Et ensuite, ça, c'est la petite astuce que j'avais piquée de Pierre pour accéder comme ça facilement à l'interface de détail de la mission, par exemple, de retrait de l'eau du 27 avril. Et bien là, on a un bouton qui nous emmène directement à ce détail de la mission. Et encore une fois, pareil, un tableau où on peut accéder au devis. Et là, en fait, j'avais construit une interface qui s'inspire beaucoup d'une interface que j'ai construite pour un client. Et voilà, en fait, ici, on peut construire son devis avec tous les champs et ensuite le générer en PDF. Donc là, j'ai mis une checkbox, mais en fait, on peut mettre un bouton
pour générer un PDF et après le télécharger une fois que c'est en PDF et gérer la partie facture, tout ça dans une même interface. Voilà. L'avantage, c'est qu'on s'éloigne du côté, on va dire, feuille de calcul améliorée d'Airtable pour aller vraiment vers une vraie application, une vraie interface utilisable. Mais le souci, c'est que si ça permet de faire beaucoup de choses en interne, pour les gens qui ont accès à la base, quand on veut partager ça un peu plus largement, soit publiquement, soit pour certaines personnes ciblées, mais à qui on ne veut pas donner accès à toutes les données, c'est plus compliqué. Et c'est là que d'autres solutions peuvent être utiles, et notamment Softer et Stacker. Ouais. Pour moi, le vrai avantage d'interface, c'est que globalement, c'est un système qui est assez fiable et qui peut rester stable même si on fait des modifications dans la base. Ce qui est beaucoup moins le cas d'interfaces externes qui vont utiliser l'API, etc., où des changements de type vont rapidement les perturber. Alors ça dépend un peu des outils, etc. Ils sont plus ou moins stables, etc. Mais ici, c'est vrai que l'interface, si on change un type de champ, etc., a priori, ça va rester fonctionnel et ça va pas poser trop de problèmes. Alors qu'avec les interfaces externes, en général, moi, je refais toujours une passe sur les interfaces pour vérifier qu'il n'y ait rien qui est sauté. Il y a j'ai un autre exemple d'interface donc, que j'avais déjà montré dans le passé, je ne sais plus à quelle occasion. Je sais pas si vous voyez mon écran. Non, attends. Non. Voilà. Ok, voilà. En fait, ici, c'est juste un exemple assez simple où, quand vous avez une base Airtable avec beaucoup de champs, parfois c'est compliqué à gérer, d'avoir tous ces champs qui sont mis horizontalement, etc. Ici, l'interface, moi, je l'utilise simplement pour regrouper des champs par groupement logique, je vais dire description du bien, type de chauffage, chargé syndic, etc. Et donc, on peut regrouper des petits blocs de champs comme ça de manière logique, et finalement, ça se fait assez vite. Donc, si vous utilisez simplement Airtable et simplement que vous en avez marre de scroller au travers des colonnes, etc., que vous voulez avoir accès à toutes vos colonnes en lecture, écriture, etc., une interface, ça permet de facilement, simplement refaire une petite disposition un peu plus sympa de vos champs. Voilà. En tout cas, il y a une transition toute trouvée vers les outils externes. Oui, merci Pierre pour la transition. Oui, c'est sûr. En tout cas, dans le cas où on veut partager nos interfaces et créer des outils à partir de nos données Airtable et que l'on veut partager, en fait, je dis interface, mais en fait, c'est des fronts. Et qu'on veut créer des fronts que l'on veut partager en dehors de notre organisation. Et bien, Softer, ça arrive comme un outil assez intéressant là-dessus. Puisqu'en fait, voilà, vos fronts vont être accessibles à partir d'une URL à toutes les personnes extérieures et vous n'allez pas devoir acheter ou payer un nouvel abonnement à chaque fois et vous allez même pouvoir, grâce au système qu'on appelle de membership, de connexion, d'inscription, vous allez pouvoir gérer en fait pour chacun de vos clients, par exemple dans le cas d'un portail client, qui a accès à quoi. Et donc chacun va pouvoir avoir son espace personnel et accéder par exemple aux documents du projet, aux factures, aux devis, pourquoi pas réserver des créneaux, par exemple dans le cadre d'une activité de freelance ou de conseil. Et l'avantage en fait de Softer par exemple par rapport à d'autres outils de création de web app en fait, c'est le fait qu'on puisse afficher et éditer en fait, surtout éditer en temps réel les données qui sont dans Airtable. Donc vous allez pouvoir comme ça, un peu comme sur interface, éditer en temps réel toutes les données que vous allez mettre à disposition et de manière éditable aux usagers, quoi, aux visiteurs. Et également, on peut mettre à dispo un système de filtre, voilà, comme pour filtrer ces données, pour rechercher les données. Et ça, c'est assez pratique. Tu voulais rajouter quelque chose, Pierre ? Oui, enfin,
effectivement, on peut décider assez finement qui a accès à quoi, qui peut éditer quoi. On peut avoir accès à une information sans pouvoir l'éditer, mais aussi pour les gens qui sont familiers d'outils de création d'applis web comme Bubble ou Web, etc. Là, on ne parle pas de la même chose. On parle vraiment d'outils qui sont construits sur la base de blocs. Il y a un bloc pour faire le filtre, un bloc pour faire une grid, un bloc pour faire un bouton, un bloc pour... etc. Donc, c'est des applications qui peuvent se construire très facilement. Alors, quand il y a un espace membre, quand on veut avoir assez finement des gestions d'autorisation, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais un portail qui reprend tout ou partie des records d'une base Airtable, ça se fait littéralement en 1 heure. Moi, mon premier, je l'ai fait en 1 heure, je n'avais jamais touché à Softer. Donc, c'est vraiment des choses qui se font très rapidement, qui se prennent en main très rapidement. C'est vrai que c'est quand même un gros avantage d'être capable de déployer aussi rapidement des outils qui sont efficaces. Gildas demande CRUD modification ou juste lecture. CRUD pour, du coup, créer, enfin en anglais, read, update et delete, c'est ça. C'est sur la roadmap de Softer. Aujourd'hui, on peut simplement mettre à jour, mais bientôt, on va pouvoir créer et supprimer. J'ai une question sur les questions des accès. Est-ce qu'il peut y avoir une gestion avec genre des managers et des salariés, avec des liaisons de subordination dans les accès? Ça, c'est possible avec le plan business, qui est à au moins $165 par mois. Et ouais, c'est possible du coup d'avoir des groupes comme ça dans Airtable. En fait, dans Airtable, on a notre base utilisateur qui est connectée avec celle de Softer. Et on peut comme ça avoir une colonne, par exemple, single select, pour choisir quel rôle a chaque personne. Et du coup, en fonction de ça, créer des règles pour laisser accès. Il y a les rôles, mais est-ce que genre le manager de X personnes peut voir l'information que de ces X personnes? Parce que quand j'avais fait une interface stacker, par exemple, il y a 1 an et demi, c'était il y a longtemps, j'avais eu cette problématique-là de se dire, moi, j'ai pas une organisation horizontale avec différentes typologies de personnes. J'ai des managers qui gèrent certaines typologies de personnes et j'aimerais que ces managers puissent voir que l'information des gens qui gèrent. Tu vois, donc d'avoir cette espèce de grain de niveau. Et ça, je ne sais pas si les interfaces et les outils peuvent le faire aujourd'hui. En fait, on peut mettre un certain nombre de conditions. Et je pense qu'avec avec des lookups, on peut s'arranger pour laisser visibles les données dans ce cas-là. Parce qu'en fait, pardon. Finalement, toi, ce que tu veux faire, c'est dire, le cas que tu présentes ici, c'est simplement, il y a des employés qui ont un manager qui est désigné. Pour moi, il faut, par exemple, les employés gèrent des dossiers. Finalement, tu dois créer une vue pour les managers où on affiche seulement les dossiers pour lesquels l'employé a pour responsable l'utilisateur qui est connecté actuellement. Pour moi, c'est faisable de le faire dans oui, pour moi aussi, c'est faisable. Mais comme dit Elise, à mon avis, il faut effectivement passer sur le plan maximum de Softer. Moi, Vas-y. J'ai une petite question. J'ai une petite question parce que comme je suis à l'aéroport et je dois y aller, j'en profite pour poser une petite question et en même temps montrer un tout petit peu de Stacker pour savoir est-ce que ce que je fais là sur Stacker, très basique, un exemple très basique, est-ce que sur Softer on peut le faire? Ça m'intéresse vraiment de savoir. Alors je vais share. Vas-y. Alors. Donc là vous voyez mon écran? Ça arrive, attends. Je te dis tout quand on. Ah c'est bon. Ouais. C'est bon. Donc là j'ai une base très simple avec des employés sont associés à des départements. Et chaque employé peut faire des demandes de congés, etc., etc. Donc ça, imaginons qu'on va essayer de faire un portail interne avec Stacker. Donc avec Stacker, ça va donner un truc comme ça. Avec Stacker, ça va donner un truc. On va avoir les 3 tables sur le côté. On va avoir les employés ici avec leur petite photo. Quand on clique, on va avoir la petite page, évidemment, qu'on peut éditer en fonction des permissions, etc., qu'on va donner aux utilisateurs.
Et ce qui est super intéressant avec Stacker, je ne sais pas si on peut le faire avec Softer, et là c'est une question pour Elise. Par exemple, là, si j'ai la liste des départements, je peux cliquer sur le département Product Management et je peux afficher les employés rattachés comme ça. Donc on ne verra que les employés du département. Alors déjà ça, est-ce qu'on peut faire un truc comme ça? Ça se fait vraiment en 2 secondes hein, sur Stacker. Est-ce qu'on peut avoir un truc comme ça déjà sur Softer? Oui, on peut comme ça avoir ce système en fait basé en fait sur les linked records de Airtable et se dire qu'on filtre notre liste uniquement en fonction de la page sur laquelle on est. Donc ouais, c'est. Ok. Alors un autre truc, si par exemple je vais sur les requests, si on va sur les requests, le but c'est que chaque utilisateur, donc, par exemple lui, on va avoir les requests. Par exemple, on va prendre Brooke. Là, je me connecte comme si j'étais un utilisateur. Ça aussi, c'est quand même pas mal. Donc là, l'utilisateur Brooke, il va accéder à ses requests, mais il va voir évidemment que les requests que lui a soumis. Évidemment, il ne va pas pouvoir accéder aux requests des autres. Donc ça, j'imagine aussi que c'est quelque chose qui est facilement faisable sur Softer. Oui. Là, oui, du moment qu'on met en place un système de membership avec un espace, on va dire, dédié, oui, après, c'est un système de filtre où on peut dire, grâce à la colonne lookup, qu'il a accès uniquement à ses propres. Alors, juste j'en profite pour vous montrer juste une dernière version. Vraiment, ils ont fait une grosse mise à jour Stacker sur comment on met à jour l'interface. En fait, ça se présente un peu comme ça. Et en fait, on va pouvoir accéder vraiment à votre base Airtable, comme si vous accédiez à votre base Airtable. Et vous allez pouvoir ici définir exactement quel field vous voulez voir et vraiment faire un niveau de permission, descendre à une granularité de permission assez fine. D'accord? Donc vraiment, comme on disait tout à l'heure, le CRUD, là, donc Grid Update Create, on peut définir pour chacun des rôles vraiment quel accès on va donner au niveau de chacun des champs. Et donc, en fait, on arrive à un niveau, si tu veux, de gestion des permissions et gestion de l'interface qui est assez puissant, qui me rappelle un peu, qui se rapproche quasiment de Salesforce. Donc, ça parle un peu, on va dire, aux entreprises qui ont besoin vraiment de gestion des permissions assez importante. Et comme on l'a dit, effectivement, en test, il y a des possibilités de faire des connexions autres. Alors, juste que je finis un petit peu sur Stacker. Donc, la faiblesse, on va dire, le Stacker, mais je pense que c'est une faiblesse globale des fronts, c'est effectivement qu'il y a un problème de sync. Donc là, comme j'ai un compte pro, ça sync toutes les 5 minutes avec Airtable. Et je crois, corrige-moi si je me trompe, Elise, mais je crois que sur Softer, non, le Softer, dès qu'on ouvre la page, il va directement chercher les infos d'Airtable à chaque fois qu'on rafraîchit la page, c'est ça? Donc ça, c'est un avantage de Softer par rapport à Stacker. C'est ça. En tout cas, pour les permissions, c'est moins intuitif et moins pratique que Stacker, que ce que tu montres. Après, là, encore une fois, je vois qu'ils sont en train de bosser dessus Softer actuellement. Donc, je pense qu'ils vont essayer d'améliorer ça. Et ce qui peut être un peu embêtant parfois sur Softer, c'est que voilà. En fait, c'est par système de blocs, mais du coup, on gère vraiment les permissions par table, c'est-à-dire pour un utilisateur, on va lui donner accès à tel champ en édition sur telle table. Mais ça, du coup, ça va être valable sur toute l'application. Et on ne va pas pouvoir faire varier, on va dire, ses accès suivant les pages dans lesquelles il est, par exemple. Par exemple, je ne sais pas, sur le bloc, par exemple, de liste, on voudrait peut-être qu'il édite uniquement le titre et la description, mais peut-être que dans le détail, on veut qu'il puisse éditer beaucoup plus de choses. Ça va pas être possible, en fait. D'accord. Ça va pas être forcément très pratique de ce point de vue-là. Je crois aussi, je crois que j'ai un client qui a commencé à faire un security review à Stacker et différents fronts. J'ai cru comprendre que Stacker, en termes de sécurité, je pense que c'est un peu plus advanced. C'est-à-dire que, par exemple, on peut pas. Je sais qu'il y a des outils, alors je sais pas si c'est Softer, où quelqu'un qui est développeur, il peut aller dans Chrome et voir Developer Tools, et potentiellement un champ qui n'est pas affiché, il peut potentiellement aller le chercher, le trouver l'information en ouvrant les Developer Tools. Je voulais le et avec Stacker, tout est fait, si tu veux, vraiment au niveau du back-end. Et donc, en fait, l'information n'arrive pas jusqu'au browser. Et donc, en fait, en termes de sécurité, si vous avez des clients qui sont un peu exigeants en termes de sécurité,
effectivement, Stacker, peut-être, là aussi, il y a un point, on va dire, c'est un point de plus pour Stacker, je pense. Oui, sur ça, je vais rebondir. Software est vraiment très limite niveau sécurité. Il y a même l'an dernier, il y avait eu des grosses failles qui avaient été découvertes sur Software directement. Moi, là, actuellement, je travaille avec Benoît de Monteseclair, qui est le fondeur de Enscape, je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, on a travaillé ensemble sur quelques problématiques. C'est en fait comment sécuriser une marketplace basique, une application software Airtable. Pour faire une marketplace, voilà, mettons qu'on a plusieurs freelances, etc., et qu'on veut contacter ces gens-là, mais sans potentiellement display des emails directement. En fait, on s'est rendu compte que c'est faisable pour cacher les données, mais si tu connais pas la méthode, effectivement, tu mets ton application en public. Quand tu partages une base de données à software, ça devient théoriquement public. Si vous voulez, je peux vous montrer la manip à faire. Elle est vraiment très simple dans l'absolu. Tu peux accéder à vraiment beaucoup d'informations facilement. Je vais prendre l'exemple de No Code for Good parce que c'est une application qui a été faite sur software. Tu veux partager des choses. Hop. Mais concrètement, pour parler du problème, il me semble, toute table qui est partagée avec software est accessible complètement, les records et les champs, par des personnes qui s'y connaissent un peu. Quoi. Oui. Donc là, c'est bien de le savoir parce que... Pendant que tu présentes, j'ai une autre petite question pour toi, Arthur. Quand quelqu'un remplit un formulaire sur Software, on est capable de savoir qui est l'utilisateur qui a rempli le formulaire, enfin qui a créé le record? Alors, ça c'est pareil, ça c'est des petites manipulations que tu dois faire dans Airtable directement. Moi, par exemple, quand j'avais fait ma petite draft entre guillemets de plateforme pour des freelances, j'avais créé du coup le formulaire, dire voilà, tu vas contacter tel freelance sans montrer l'email, etc. En fait, quand je vais aller dans la console, en fait, je voyais que la personne, vu que c'était un link record, je voyais le nom de la personne qui était display et qui était affiché, qui était en fait relié à la personne concernée qui devait être contactée. Et du coup, j'avais le nom qui était display, donc pas forcément l'email, mais j'avais le nom et du coup, moi, ça m'embêtait. Donc, la petite astuce que moi j'ai faite, c'est que j'ai mis un auto-number en première colonne, vu qu'il n'y a que la première colonne qui va être display dans ce que je vais vous montrer. Du coup, ça fait que tu vois pas le nom. Et si tu connais pas cette petite astuce, effectivement, tu vas dans la console, tu vois toutes les informations et c'est pas sécurisant. Là, je vais vous montrer un exemple. Alors, No Code for Good, on fait un peu de travail depuis que je suis passé dessus il y a quelques semaines. Mais là, sur cette page-là, typiquement, je vais vous montrer la petite manip pour ceux qui connaissent pas. En gros, vous arrivez sur un site. Alors là, actuellement, la manip que je vais faire marche que sur une application qui a été faite sur Software. Vous faites un clic droit, vous allez dans Inspecter. Vous allez dans Network. Donc, vous allez voir qu'ici, il y a des choses qui vont se passer un petit peu, ça va être intéressant. Vous pouvez mettre All pour trouver les trucs. Moi, je vais mettre directement dans Fetch /XHR. Je refresh ma page. Et là, vous allez voir, il y a des choses qui se passent. Petit fait de ma part, c'était pas la bonne page. Donc, c'est dans les projets, typiquement, qu'il y a des listes, en fait. Cette manip marche sur les listes, en fait. Normalement, là, vous voyez, il y a des informations qui sont faites, qui sont affichées en liste. Il y a potentiellement des données, vu que cette partie-là n'est pas sécurisée, il y a des données qui sont sensibles, qui sont potentiellement sensibles. Par exemple, si je vais, donc là, je suis toujours dans Network Fetch et j'ai refresh ma page, je vais dans Record Block _ ID, donc ça récupère en fait ces données-là, du bloc, et je vois qu'il y a des champs, donc ces champs-là, il y a des ID, et en fait, si je clique dessus et que je vais dans Field directement, je vois toutes les informations de la base Airtable. C'est-à-dire qu'il y a des numéros de téléphone, il y a peut-être des choses qui ne sont pas censées être visibles, du moins sans potentiellement être connecté à la plateforme, parce que là, je ne suis même pas connecté à la plateforme. C'est-à-dire que je viens d'arriver sur la plateforme, je ne suis pas connecté, vous pouvez le voir, connexion, et que j'ai accès à tout ça. Alors que si, par exemple, là, je clique dessus, je vais arriver sur un panel de connexion. Donc, ce qui fait que normalement, les fonctions que je viens de vous montrer dans la console, je ne suis pas censé les voir, en fait, si vous voulez. Et effectivement, quand on va développer des applications, enfin des marketplaces, choses comme ça peut être problématique de dire, voilà, je vois un numéro de téléphone, je vois un email, c'est des données qui sont potentiellement sensibles. Donc, franchement, moi, je trouve pas ça ouf. Pour un usage purement interne, pour création d'une application en interne, c'est pas dérangeant dans l'absolu. Mais quand on va le publier sur Internet, quand on va faire une application, là, ça va coincer. C'est effectivement Software et à regarder avec attention s'il y a des données sensibles qui sont traitées, parce que ces sujets de sécurité sont importants et vraiment pas à sous-estimer. Moi, j'avais développé une application où le but est en fait juste d'avoir des données en lecture seule. Il n'y avait aucune interaction de l'utilisateur avec les données. Et là, du coup, j'avais opté pour la solution vraiment de sécurité qui était que j'avais ma base principale, j'avais fait
une autre base avec une sync table dedans Ouais, qui récupérait uniquement les champs et les records dont j'avais besoin. Ouais. Et j'ai donné accès à Software à cette sync table C'est ce uniquement. qu'il faut faire. Donc, comme ça, je suis certain que absolument rien d'autre que ce que j'ai partagé ne se retrouve partagé avec Software. C'est ça. Et ça nous amène aussi à une autre question de sécurité, mais qui là est du coup commune à absolument toutes les solutions externes à Airtable, c'est la clé API Airtable. Airtable ne sait que générer une clé API qui donne accès à l'ensemble d'un compte. Peu importe les workspaces que vous avez, les bases que vous avez, la clé API que l'on génère donne accès à absolument tout. Ça donne le droit de vie et de mort sur à peu près tout dans votre compte. Donc déjà, c'est assez moyen parce que ça veut dire que n'importe quelle application dans ce software, même si vous lui dites va chercher telle table, dans l'absolu, il a accès à tout. Alors la plupart du temps, ça ne prête pas à conséquence, mais sur le principe, c'est quand même pas fou. Mais aussi, ça appelle de la prudence dans la pratique, parce qu'un consultant qui développerait quelque chose pour un client avec son propre compte et qui prendrait une clé API de son propre compte dans l'application du client, J'ai déjà fait. Merci Julien. Ouais, voilà, Techniquement, ça donne au client droit de vie et de mort sur tout ce qui se passe sur le compte du consultant qui potentiellement a d'autres clients, etc. Donc il faut être très vigilant avec ces choses-là. C'est pour ça que moi je bosse quasiment jamais avec mon compte perso et les connexions, c'est toujours le client qui va les faire parce que il y a des. Enfin, c'est un peu le souci avec le no-code, c'est que c'est facile, on peut faire plein de choses très vite, mais il ne faut pas que la possibilité de faire beaucoup de choses très vite fasse perdre de vue des points qui peuvent être très importants parce que ça peut ruiner un business, ça peut ruiner un consultant qui va se retrouver poursuivi s'il y a un gros souci de sécurité chez un client. Enfin, c'est des choses assez importantes à prendre en compte quand même. Alors juste, on a des questions du coup dans le chat qui nous posent notamment, je vais faire des crachements, mais Kamal Dijiwa qui nous demande si le problème de sécurité n'est que sur Software avec Airtable ou si Software et interface avec Google Sheet n'a pas de problème. Déjà en fait, la technologie de Software se base que sur Airtable dans l'absolu. Donc je vais te répondre que oui. Après, il faudrait regarder si ce même souci-là peut arriver sur des applications web ou Stacker. Je ne sais pas si Stacker, typiquement, peut rencontrer ce genre de problème-là. Il me semble que Noah m'a dit non. Sur Stacker, je pense pas. Parce que sur Stacker, en fait, ici, le problème, c'est que ces applications-là, en fait, Stacker, il y a deux niveaux de permission. Il y a le niveau de permission au niveau de la donnée, directement, où on va dire, il y a un champ qui sera jamais accessible, peu importe la vue dans laquelle on va se trouver, etc. Et ensuite, on a l'aspect présentation. On va pouvoir masquer des champs, etc. Et on pourrait même techniquement afficher un champ qui ne serait pas éditable et pas lisible. Donc il y a cette possibilité-là. Donc même si on a des champs qui sont affichés sur la page et qu'après on dit mais en fait je vais changer mes permissions, ils n'apparaîtront quand même pas. On change les permissions, si on verrouille, partout où ça apparaissait, c'est changé. Alors que dans Software, c'est différent. On a une seule couche de permission, entre guillemets, c'est les données qui sont affichées ou qui sont éditables. Et donc là, on pourrait potentiellement avoir des différences dans les permissions qui sont données à des utilisateurs à certains endroits, etc. Enfin, on peut plus vite faire des erreurs, alors que sur Stacker, tout est centralisé dans les permissions et on a une vue qui est hyper claire, je trouve, de qui a accès à quoi, en lecture, en écriture. On a des questions sur WeWeb et des questions sur le CRUD qui se rejoignent un peu et dont on parlera juste après. Mais pour revenir sur le CRUD avec Software ou les autres outils, il y a de toute façon toujours des moyens de contournement. Si on ne peut pas créer directement un record, on peut créer dans la table Airtable un bouton avec un lien vers un form où on pré-remplit certains champs, etc. Et dans Software, on met le bouton qui ouvre le form Airtable qui permet de créer un nouveau record. Donc Benoît, pour répondre à ta question sur est-ce qu'on peut créer des demandes de congés via Software, peut-être que directement non, mais il y a toujours des moyens de le faire. Pareil, pour supprimer des records, on peut très bien mettre un webhook sur Make avec un bouton hyper sécurisé parce que ça veut dire que dès qu'on clique sur le bouton, ça supprime. Mais il y a toujours des moyens de contourner le problème. Tout est dans la simplicité de mise en place, la facilité à le maintenir et la facilité et sécurité d'utilisation, notamment pour la suppression de records. Moi, j'ai tendance à faire très attention avec la suppression de records, c'est-à-dire je préfère utiliser des statuts
et mettre des records dans un statut désactivé ou autre, qui fait qu'en pratique, ils sont sortis de la plupart des vues, de tous les processus, mais ils existent toujours. Et c'est très pratique pour éviter les erreurs. Parce que oui, on peut restaurer les records s'ils n'ont pas été supprimés depuis trop longtemps, etc. Mais bon, en pratique, avoir une traçabilité et une trace de ces records, c'est pas mal dans pas mal de cas. Je rebondis sur les formulaires. Pareil, toujours le problème, la faiblesse un peu des formulaires Airtable, c'est qu'on ne sait jamais à 100% qui a rempli le formulaire et qui a créé le record. Sur Stacker, il y a une fonctionnalité qui est intéressante qui s'appelle Created by. Et en fait, on définit le Created by, c'est-à-dire on dit, OK, qui est l'utilisateur qui a créé le record, et cet utilisateur-là, on va le rentrer dans un champ user dans la table. Et donc, ça nous donne une info super importante. Et moi, il y a des fois où j'utilise Stacker juste en tant que formulaire sécurisé, en fait. Même pas, j'utilise même pas le reste. Est-ce que sur Software, on peut faire un truc comme ça? Juste, je crée un form, d'accord, où le user va juste se loguer, et quand il va remplir le formulaire, je vais être capable de savoir avec certitude l'utilisateur qui a créé. Et ça, on peut le faire ça simplement, sans faire des hacks, des trucs compliqués. C'est possible d'utiliser des formulaires dans Software qui sont directement intégrés dans Software et avec un champ en fait caché où là on récupère c'est un champ caché, on récupère le login, enfin l'identifiant de la personne connectée. Ah, mais du coup, on va le voir dans l'URL, c'est ça? Il va passer dans l'URL. Non? Non, pas Non, parce qu'il irait directement à la table. Ah, d'accord, ok. Il passe pas dans l'URL. Donc, tu fais un champ caché, et quand le mec remplit le formulaire, derrière, dans ton Airtable, dans ton record, tu as le user qui a créé le record. Voilà, un limit record dans ta table, qui lie ce formulaire à ta table d'utilisateur. Et oui, c'est une formule que Software nous donne. Je ne sais pas exactement, je ne sais pas si Florian, tu sais expliquer comment ça fonctionne derrière. Mais, sur le lien avec l'utilisateur? Ouais. Ouais, c'est juste l'utilisateur qui est connecté. Quand tu fais une authentification avec Airtable, quand on a le choix de lier les utilisateurs Software à Airtable. Donc, quand un utilisateur est connecté, Software connaît son record ID, donc la ligne d'utilisateur à qui il correspond. Donc, dans le formulaire, on peut choisir de mettre des balises qui disent, en fait, dans ce champ-là, je ne veux pas que l'utilisateur tape lui-même, mais je veux pré-remplir le record ID de l'utilisateur qui est connecté. Ok. C'est juste ça, quoi. Je vais tenter Software. Si tout est possible, alors je vais les tenter. Peut-être que je vous enverrai une petite vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé. Kemal nous dit que Software peut bien être utilisé avec Google Sheets, apparemment, depuis leur site. Mais bon, nous, on est des consultants Airtable, alors Google Sheets, voilà, c'est mignon, quoi. Je pense que pour l'étape d'après, je pense que Mini Extension est intéressant parce que ça pousse encore plus loin cette logique de portail, puisque Mini Extension, en fait, a un mode de fonctionnement où tu paies 40 € et tu peux faire des interfaces et des portails à l'infini. Et donc, ça apporte une nouvelle perspective vis-à-vis des portails. Et moi, j'ai tendance à faire des mini-portails pour plein d'usages, des micro-usages. Pierre disait qu'il faut 1 heure pour faire un portail Software. Moi, je fais des portails en 5 minutes. Enfin, et c'est un usage un peu particulier. Voilà, c'est beaucoup moins beau que du Software, c'est beaucoup moins pro. C'est pas fait pour être sur quelque chose d'externe ou quoi que ce soit. Mais voilà. Une extension a cet intérêt de pouvoir faire plein de mini portails pour plein de petits usages. Et il y a un point particulier qui est intéressant, c'est que tu peux créer un lien qui va directement loguer la personne dans son espace. Donc elle n'a pas besoin de se connecter. Et ça, j'aime beaucoup. C'est Magic Click du coup? Non, c'est juste, en fait, l'idée c'est que tu peux pré-remplir. En fait, ce qui se passe, c'est que j'utilise comme moyen de login le record ID. Et ensuite, je les pré-file avec le record ID, ce qui fait que la personne, en fait, va directement avec ce lien rentrer dans son espace. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que, par exemple, attendez, je vais vous partager.
L'inconvénient, en attendant, l'inconvénient entre guillemets, c'est que en fait c'est une URL publique. Donc techniquement, n'importe qui a accès peut ouvrir la page derrière. Après, c'est des URL, faut les connecter. Tout l'intérêt du record, oui, ça c'est le cas. Mais l'intérêt du record ID, c'est que voilà, c'est suffisamment complexe pour que personne n'arrive a priori à retrouver un autre record ID qui permet de rentrer sur la table. Alors, attendez, je vais essayer de me reconnecter. Voilà. Hop. L'intérêt moi c'est vrai que j'ai tendance à, je trouve que les gens ils en ont un petit peu marre d'avoir à se reconnecter à d'autres types de portails en permanence. Donc si le portail est, on va dire, leur espace de travail au quotidien, très bien. Si par contre c'est des choses qu'ils vont utiliser de temps en temps, typiquement tu travailles avec des contractuels et tu dois leur donner accès à un petit peu de la data d'Airtable, mais sans leur donner accès à Airtable, bah, d'être en capacité de créer juste un petit espace rapide avec 2-3 champs pour qu'ils puissent faire des actions, bah, c'est intéressant. Alors, attendez, je vais vous partager ça. Une petite question pendant que tu montres. Est-ce qu'il y a un nombre limite d'utilisateurs finaux sur Mini-Extension et sur Softer? Sur Softer, il peut y avoir une infinité d'utilisateurs finaux? C'est 10 000, il me semble. Ouais. La limite, c'est 10 000 membres. Okay. Sur Mini-Extension, à ma connaissance, il n'y en a pas. Pas de limite. Bon. Là, c'est juste pour vous montrer, en fait, l'idée. Donc là, c'est une table avec des clients. Et puis, j'ai créé des liens, des URL qui envoient directement vers les factures en attente du client et par exemple le listing de ces factures de l'année. C'est typiquement des choses qui sont intéressantes, qu'on peut mettre en bas de page des mails automatiques qu'on envoie au client et qui permet en fait de automatiquement lui rappeler qu'il y a des choses qu'il a à payer ou qu'il a ses factures. Typiquement, s'il y a des choses que de façon récurrente vos clients vous demandent, vous pouvez dire, au lieu qu'il me le demande et qu'il m'arrête en permanence et que ce soit, vous pouvez dire, je vais lui mettre des petits messages en bas de mes emails où il aura accès typiquement aux informations dont il a souvent besoin. Donc typiquement là, c'est le lien. Alors je vais prendre un magasin au hasard, enfin un magasin au hasard, pas tout à fait au hasard, mais des Opéras, si vous connaissez ce que c'est que les Opéras. Et donc si on clique sur le lien, en fait, ça arrive dans une plateforme et comme ça va pré-remplir le record ID, tout de suite, on va arriver dans une page qui est très sommaire, hein, ça n'a rien de génialissime, mais l'information est là. C'est-à-dire que c'est efficace. Voilà, c'est efficace et en plus, il y a des moyens on peut régler l'édition ou non des choses et de chacun des champs. Voilà. Donc les gens, ils ont leur facture, ils peuvent cliquer dessus, voir la facture, la télécharger, pas plus que ça. De toute façon, ils n'ont pas envie d'avoir plus que ça. Voilà. Donc ça se gère avec juste des vues dans Airtable, vous gérez vos accès dans Mini-Extension, et puis voilà. Et donc là, c'est un peu la même chose. Donc là, il y a les factures d'à côté, les factures en attente, vous avez juste les factures qui n'ont pas été payées. Ça peut être intéressant. Pour l'histoire de Noam qui voulait des formulaires un peu avancés, là, c'est un truc marrant, c'est qu'on a fait aussi un formulaire pré-rempli bloqué, de façon à ce que la personne puisse faire ses commandes elle-même. C'est-à-dire que vous pouvez créer un formulaire pré-rempli et avec le nom de la personne bloquée pour qu'elle puisse faire ses commandes elle-même. Donc, alors c'est un truc que les clients finalement utilisent très peu parce qu'ils aiment bien appeler les gens pour prendre leur commande ou pour envoyer un email. Et ça, le principe, voilà, vous avez bonjour chronocrave droit, ça c'est un champ qui est rempli qui est bloqué. Il voit au moins que c'est chez lui. Et puis il peut commencer à sélectionner ses produits qu'il a envie de commander. Voilà, moi je veux 4 colis de 4 colis stracciatella, etc. Donc, Et je t'interromps, Julien, pour montrer ici cette feature-là, le fait de pouvoir, ce qui n'est pas possible dans les formulaires Airtable natifs, de créer à la fois le bon de commande, mais aussi les lignes du bon de commande qui sont inclus dedans. Et ça, c'est vachement puissant et c'est même difficile à faire dans d'autres outils. Je pense par exemple à Stacker, où pour faire ça, on doit passer par 2 écrans à chaque fois. On doit créer d'abord, par exemple, le bon de commande,
et ensuite on a une liste, on doit faire plus, on arrive dans d'autres formulaires, etc. Ici, tout se fait en pop-up, donc on reste toujours sur la même fenêtre. C'est un peu plus intuitif, je trouve. Voilà. Donc ça va directement au feature. C'est pas spécialement beau, mais dans un cadre opérationnel d'une boîte, c'est intéressant. Le dernier usage en date, c'est ils ont un nouveau contractuel qui fait les livraisons. On lui a fait un petit portail et il a juste et il affiche et il va changer le statut de la commande quand elle est livrée et il prend la photo du bon de livraison qui est signé et puis voilà quoi. Donc c'est le même type d'interface. Donc voilà, très sommaire, mais pour moi ça fait le taf. D'un point de vue sécurité, je sais pas trop bien où ça en est. Ce serait analysé, ce serait intéressant de voir ce qu'il en est de cette au niveau sécurité. Justement, moi, ça m'est arrivé de coupler mini extension avec Softer pour aller plus loin ouais, dans les formulaires et le fait voilà, d'avoir accès justement à cette fonctionnalité d'ajouter, comme tu disais, Florent, des lignes de commande dans une même commande. Et ouais, même sur Softer, c'est compliqué de faire quelque chose de simple, de rapide. Il y a Guillaume, je crois qu'il voulait. Ouais. Non, mais vas-y. Ouais. Juste pour info sur la sécurité, là, quand vous parliez du problème de software, je faisais un petit test sur une extension. Le problème, en tout cas, n'existe pas. Celui-là, alors après, est-ce qu'il y en a d'autres? Ça, c'est possible. Moi, j'ai un petit cas d'usage que j'ai fait pour un organisme de formation. L'enjeu, c'était en fait de pouvoir partager à la fois des infos d'une base Airtable à un nombre d'utilisateurs assez important, une centaine de formateurs qui sont des personnes externes, et donc c'était juste pas viable financièrement de leur donner des accès à Airtable, mais aussi de toute façon le but c'était un peu de limiter les données auxquelles ils avaient accès, parce que par exemple s'ils travaillent avec des apprenants, ils doivent avoir accès aux données des apprenants, mais pas des autres apprenants qui ne les intéressent pas. Donc on est sur de la formation en présentiel, et sur les informations à mettre à jour, il y a tout ce qui est présence, qui était présent, qui était absent, et des petites notes. Alors, vous voyez mon écran? Ouais. Alors là, pour le coup, on est sur un modèle de login, donc tout simplement dans Airtable, il y a une liste d'utilisateurs qui est dans une table. On se connecte et on arrive du coup sur cette interface. Donc en fait, moi en tant que formateur, j'ai accès à tous les groupes de formation sur lesquels j'ai été placé. Donc c'est pas tous les groupes de l'organisme de formation, c'est juste ceux sur lesquels j'ai été mis en tant que formateur. Et donc ça, en fait, c'est dans Mini Extension, c'est un portail entre guillemets. Et ensuite, sur le même modèle de lien, j'ai un peu imbriqué des portails les uns dans les autres. Donc ici, on va pouvoir aller voir la liste de tous les apprenants de ce groupe. Donc ici, Unine, c'est un groupe de formation. Donc ici, je retrouve les apprenants de ce groupe en question. Mais du coup, ça, en fait, c'est juste un autre portail qui a été créé et j'ai juste mis un bouton dans Airtable qui renvoie. On a pareil pour voir, donc les formateurs sont des bénévoles, en fait. Ici, je retrouve mes informations, moi, en tant que formateur, mais aussi des autres formateurs. J'ai des liens vers des formulaires, un formulaire de satisfaction, etc. Et surtout, j'ai le lien vers le calendrier des séances de ce groupe. Donc ça, c'est pareil, en fait, c'est une autre table dans Airtable. Donc pour l'instant, c'est de la visu, mais ici, par exemple, ça, c'était une séance d'hier. Je peux... alors, il y a des informations que je peux pas modifier, par exemple la date, l'heure, etc. Mais ici, je vais pouvoir mettre, OK, on a vu le thème formule, il reste rien, et je peux faire mon petit compte rendu et mettre à jour. Et voilà. Et donc on retrouve les informations là, et bien sûr, on les retrouve derrière dans Airtable de manière quasiment instantanée. Attends, et si tu modifies une info sur Airtable, est-ce qu'il y a un problème de refresh ou c'est instantané? Non, c'est pareil, c'est dans les deux sens, c'est instantané. Enfin, il faut rafraîchir la page. C'est instantané. Faut juste rafraîchir. D'accord. Ouais, il faut rafraîchir la page. Mais sinon, c'est quasiment instantané. Et donc voilà, donc là, on peut faire un formulaire, mais il y a aussi la possibilité, par exemple, ici, je suis pas obligé, je peux juste mettre voilà, de cette manière.
On peut configurer ça de quelle manière? Est-ce qu'ils peuvent directement dans la vue grid modifier ou est-ce qu'il faut qu'ils passent par le petit stylo qui est ici? C'est assez personnalisable. Donc voilà. Donc, moi, le gros avantage, c'est que en fait, par rapport à Softair, c'est plus rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va moins se casser la tête à voir qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur. En fait, on a moins de personnalisation qui est possible, même si il y a des choses qu'on peut changer. La couleur, ça par exemple, c'est moi qui l'ai mis, mais en fait, on est quand même assez limité sur l'UI, sur l'interface par rapport aux autres outils. Mais du coup, ça va plus vite, c'est plus efficace. Et à l'époque, l'ouverture des onglets à chaque fois, c'est un petit peu chiant quand même. C'est un petit peu chiant, mais je me demande si on peut pas je crois que c'est un choix que j'avais fait, qui discute sûrement, mais je me demande si on peut pas choisir de soit rester sur le, je sais plus. On est quasiment à la fin. Je propose qu'on passe aux outils pure front, là, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Parce que là, finalement, tous les outils qu'on a vus, que ce soit Interface Designer, Softair, Stacker, une extension, etc., sont vraiment sur une logique de bloc. Il y a les cas d'utilisation, des fonctionnalités qui sont pensées à l'avance et qu'on peut déployer, configurer, etc. Mais ça reste extrêmement contraint. Sur une extension, on est très très contraint. Sur Softair, on est peut-être un peu plus libre, et notamment parce qu'on a la possibilité d'ajouter du CSS personnalisé, etc. Donc ça permet d'aller sensiblement plus loin, mais on reste vraiment dans cette logique de bloc. Des fois, on aura envie d'aller vraiment vers des choses plus poussées, et en plus de ça, de gérer totalement le CRUD, donc Create, Read, Update, Delete. Et pour ça, des outils vraiment spécialisés à l'application web comme WeWeb, qui est spécialisé sur le front, ou Bubble, qui est fait pour gérer à la fois le front et le back, mais qu'on peut utiliser uniquement comme front, peuvent très bien se connecter à Airtable. Donc là, l'avantage, c'est qu'on est totalement libre dans l'interface, les fonctionnalités. On peut faire à peu près tout parce qu'on développe tout. C'est aussi des blocs, mais des blocs beaucoup plus élémentaires et beaucoup plus paramétrables qui font qu'à peu près tout est possible. L'inconvénient, déjà, c'est que ça prend sensiblement plus de temps à développer. C'est sûr qu'un Softair, ça se lance en 1 heure, un Bubble, ça se lance en 1 journée si on a la chance. Ça peut être beaucoup, beaucoup plus long que ça. Je passe facilement 15 jours sur des applications complexes. Donc, c'est des possibilités, mais après, il y a une question on revient à ça, c'est les limites du nombre de call API par seconde d'Airtable. Pour Softair, Stacker, etc., en fait, il y a un cache qui fait que il n'y a pas, à chaque fois que quelqu'un visite, etc., il n'y a pas un call API qui est fait Airtable, parce que potentiellement, si on a beaucoup de monde sur la page, on va bloquer un nombre sur le nombre de call API. Il y a un cache qui est rafraîchi à peu près toutes les 5 minutes, où toutes les 5 minutes, l'outil de front et Airtable se synchronisent et sont mis à jour. Donc, ça, c'est à prendre en compte parce que des fois, il y a certains sujets sur lesquels on a vraiment besoin d'une info à jour à la seconde près. Mais finalement, même sur des outils de front dédiés, on peut aussi refaire cette logique de cache. C'est-à-dire, si je développe une application Bubble, je fais mon application Bubble avec une base de données dédiée et je synchronise tout ou partie de mon application avec Airtable. Donc, on recrée un peu cette logique de cache où on est totalement en fait maître de ce qu'on va synchroniser ou pas. L'avantage étant qu'on maîtrise beaucoup mieux le nombre de call API qu'on fait, l'inconvénient étant que c'est toujours un peu galère de gérer la synchronisation. Mais finalement, il y a des cas de figure où ça va être très pertinent, c'est les cas où en fait les passerelles entre la base Airtable et l'application, l'interface qu'on essaie de développer, ne sont pas si nombreuses que ça. Si on a une base Airtable qui est utilisée en interne par des gens pour faire tout un tas de manipulations au quotidien, et que finalement l'interface qu'on veut développer, c'est pour des utilisateurs externes qui vont essentiellement venir alimenter la base, en fait, on n'a pas besoin d'avoir des échanges en permanence entre les deux. Ce qu'on a besoin, c'est que l'application envoie, quand il y en a besoin, des informations à Airtable. Et ça peut très bien se faire avec une application Bubble ou par exemple WeWeb avec un back Xano ou autre qui gère totalement la partie front, enfin la partie utilisateur en fait, et l'interface de gestion interne qui reste sur Airtable. Donc ça, c'est une possibilité,
Mais après, il faut bien avoir conscience que ça permet de faire beaucoup plus de choses, on est beaucoup plus libre, mais ça coûte aussi plus cher en temps et ou en budget, quoi. L'outil en soi coûte pas très cher, Bubble, ça commence à 29 $ par mois, donc c'est sensiblement comparable aux autres outils dont on a parlé. Mais voilà, en termes de développement, c'est beaucoup plus lourd. Il y a des outils comme Glide qui sont pas des outils comme Web App, mais qui sont quand même assez simples et qui sont pas natifs. Enfin, ils ont une connexion avec Airtable maintenant, mais c'est tout nouveau. Il y a des gens qui ont de l'expérience sur Airtable Glide. Moi, j'ai mis en place Glide avec une base Airtable, mais en fait, je me suis très vite retrouvée à avoir le nombre de synchronisations totalement dépassé. En fait, Oui, ouais. un micro-changement en fait, sur Airtable, ça compte une synchronisation et je ne sais plus quelle est la limite. 25 000. Ouais, en fait, le plan gratuit, c'est 1000, mais après, oui, après 10 000, 25 000. Et donc, voilà, l'une des astuces, ça pourrait être, enfin, moi, que j'ai utilisé, c'est d'avoir une vue synchronisée. Une vue synchronisée dans Airtable qui limite déjà le nombre de champs que j'envoie sur Glide. Et pourquoi pas même dans Airtable avoir, en fait, une table qui se popule uniquement avec les données une fois qu'elles sont prêtes, une fois qu'elles sont prêtes à afficher sur Glide pour limiter ce nombre de synchronisation. Mais en tout cas, pour des updates limités, des mises à jour limitées, je trouve que c'est un bon outil pour créer des applications mobiles ou des applications web. Mais quand on veut modifier à grande échelle, de manière assez fréquente, on peut vite atteindre les limites, quoi. Ouais, Airtable n'est pas fait pour être utilisé en tant que back-end d'une application web. Voilà, c'est juste pas conçu pour. C'est pour ça que la plupart des outils qui se connectent nativement à Airtable utilisent un système de cache. Mais voilà, donc avec notamment ce système de limitation sur le nombre de call API, on peut rapidement atteindre la limite. Il suffit d'avoir une petite équipe qui passe sa journée sur une interface métier qui fait des calls API à chaque changement pour que potentiellement plusieurs fois par jour, on se retrouve avec des embouteillages. Et ça peut être assez pénalisant parce que quand on dépasse les 5 calls API par seconde, on se retrouve avec l'API bloquée pendant 30 secondes. Ça peut paraître rien, mais 30 secondes avec des scénarios mecs qui bug ou des gens qui peuvent pas bosser, ça peut être long. Est-ce que ça concerne aussi les webhooks? Est-ce que genre si est-ce que ça intégrait aussi? Alors ça dépend ce dont tu parles, mais il y a effectivement une astuce pour contourner ça, qui est que quand via une automatisation Airtable, tu utilises un script pour déclencher un webhook externe, ça ne compte pas comme un call API. D'accord, ok. C'est une des techniques qui existent pour permettre à Airtable d'échanger avec l'extérieur sans taper dans le nombre de call API qui, en fait, c'est un sujet qu'il est pas mal de garder en tête parce que la plupart des applications, la plupart des bases n'ont pas ce problème-là. Mais en fait, il suffit d'avoir plusieurs applications qui se connectent à Airtable et un écosystème qui grandit pour que du jour au lendemain, ça devienne un gros problème. Et si on n'a pas du tout anticipé ce sujet-là, on peut se retrouver avec tout un système qui n'est pas du tout pensé pour ça et beaucoup galérer en fait à améliorer la solution. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le critère principal à regarder pour tout ce qu'on fait, mais régulièrement, quand on conçoit un scénario make ou autre, avoir un peu en tête cette limite-là et se dire, bon, est-ce que là, je fais vraiment le strict minimum en termes de sollicitation d'Airtable, est-ce que je ne pourrais pas faire un peu moins de call API? C'est plutôt une bonne pratique pour s'assurer que plus tard, il n'y aura pas de problème. Ouais, voire même de mettre tu vois, quand tu reçois des webhooks, de peut-être pas les traiter immédiatement, mais les mettre dans un data store pour pouvoir les processer après, une fois que ton API est revenu, quoi, tu vois. Parce que je sais pas comment tu le gères toi, mais si à un moment tu reçois tous tes webhooks et que tu as ta file maximum qui est atteinte, potentiellement tu perds des événements qui sont envoyés, c'est difficile de les retraiter après, etc., quoi, tu vois.
Oui, oui, non, c'est sûr. Après, il y a plein de moyens de contournement, mais effectivement, ça peut, pour des applications, enfin des bases qui gèrent des gros volumes, ça peut vraiment être problématique, quoi. Mhm. Ok. Martial demande si on a déjà été imité par l'école API. Ben oui, moi, si j'en parle autant, c'est que c'est un problème, enfin, notamment pour un client, c'est un problème un peu au quotidien et ça devient une des métriques principales que je regarde dans les projets que je fais pour lui. Le coût n'est absolument pas un sujet. En revanche, si je fais ça, est-ce que ça fera plus ou moins de call API qu'avant? C'est un truc hyper important. Et Pierre, est-ce que tu sais, du coup, cette limite, normalement, elle est par clé d'API, j'imagine. Donc, fondamentalement, tu pourrais doubler Non, tes clés par base. API. Par base. Ah, c'est par base. Ah ouais, C'est par base. Donc là aussi, peut-être que tu peux ruser, tu peux faire une autre base qui va recevoir les nouveaux records et tu synchronises les records de cette base dans ta base principale et tu fais des automatisations pour. Ouais, Mais bon, ça me paraît être un poil. Enfin, donc quand la solution est pire que le problème, ouais. c'est enfin, c'est assez compliqué et peut-être un poil bancal. Mais ouais, c'est vraiment une limite par base. Donc il peut y avoir des bases qui sont très tranquilles. En général, enfin, t'as pas 10 bases qui ont ce problème-là chez un client, quoi. C'est une, c'est la base principale. Mais ça fait que ben, c'est vraiment par base, quoi, en fait. Peu importe les utilisateurs, peu importe les call API. Ouais, donc tu sais pas vraiment, parce que j'allais dire, si c'est par utilisateur, au pire, tu mets deux utilisateurs payants et tu prends tes deux clés et sur Mais c'est certains ça. scénarios, Et en tu utilises fait, l'un ou l'autre. c'est c'est vraiment une limite hard. Tu peux pas payer pour, tu peux pas trop ruser avec. Donc c'est pour ça que à la conception, intégrer Ouais. un minimum de cette composante-là est plutôt pas mal. Parce que voilà, aujourd'hui, Airtable a limite à 100 000 records même pour les comptes enterprise, 5 calls API par seconde. Mm. Tu peux sortir le carnet check, ça change rien du tout, quoi. Donc Non, non, c'est non, c'est pas à 100 000, hein. 250 000 maintenant. 250 000 Ouais, pour une base ou une table? en enterprise, pour une base. Pour une base ou une table? Pour une base. Pour une base. Et ça va être 100 000 pour la table, non? Ah, c'est peut-être ça. C'était anciennement 100 000 pour Ouais, la base, et maintenant ça Mais fait J'ai plus j'ai pas, j'ai pas suivi dernièrement. C'est des choses de Oui, toute façon qui évoluent. Airtable déploie des gros moyens pour s'améliorer justement sur la performance, sur la taille des bases, sur les comptes enterprise. Donc, c'est des choses qui vont arriver. Mais aujourd'hui, il faut un peu composer avec les limites de l'outil. Ouais. Pierre, il y a la question de Benoît pour savoir comment tu suis tes calls API sur une base. Je sais pas, peut-être que l'API Meta permet de le faire, mais Je pense pas. dans, Je pense que tu dois les dans, suivre dans quand même. l'absolu, ça se passe sur une seconde, quoi. Donc, si tu Donc fais tu des vois call juste API que pour tu monitorer utilises tes call API, enfin, Mais t'as pas de. En fait, il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas, comme il y a par exemple pour les automations, pour le nombre de records, etc., au niveau du workspace, une espèce de progress bar qui t'indiquerait à combien tu en es. Parce que forcément, ça n'arrive que quand tu es très là, c'est rapproché. Donc, réinitialisé toutes les secondes, quoi. Donc, ouais, ça c'est pourrait ça. être intéressant d'avoir des graphes qui permettent de suivre dans le temps. Les pics, etc. Ouais. Voilà, où est-ce qu'il y a des pics, évidemment pas par seconde, mais savoir le nombre de calls API que je fais par heure, les pics, comment ça s'organise, ça pourrait être intéressant. À ma connaissance, ça n'existe pas. Mais voilà, ça fait partie des outils admin pour les grosses bases Mhm. et les gros clients qui pourraient être bien utiles. Mais c'est aussi pour ça que je dis que Airtable n'est pas fait pour être un back-end à part entière. C'est que tous ces outils-là n'existent pas. Il y a toutes ces limites-là qui sont impossibles à dépasser. Moi, avec mon client, il y a 60 utilisateurs, enfin 60 collaborateurs qui bossent sur la base. Il y a des centaines de commandes qui arrivent chaque jour. Il y a, je sais pas, 15 à 30 applications différentes qui vont d'une manière ou d'une autre être connectées à Airtable. Ça devient ingérable en fait. Et d'ailleurs, la solution qui a été retenue, ça a été de migrer en dehors d'Airtable parce que ça devient vraiment trop étroit pour ce qu'on cherche à faire. Ça concerne évidemment pas tous les projets, mais en fait, il y a certaines limites qui sont vite atteintes, notamment le nombre de records. On disait 100 000, 250 000, mais enfin, ça, c'est pour les plans enterprise qui sont chers. Et c'est Pour pas la, assez. pour la plupart Mm. des utilisateurs, c'est 50 000 records. Pour certains types de projets, certains types de bases,
ça arrive très très vite. Quand on sait qu'au bout de 3 mois, ces 50 000 records seront atteints, ça veut dire qu'Airtable, c'est juste pas le bon outil, quoi. C'est pas possible. Et il y a pourtant des gens qui s'y précipitent un peu rapidement sans regarder ces sujets-là. Donc, quand en plus on ajoute des couches de complexité avec des fronts, etc., enfin, ça peut vite mener à une impasse, d'où l'importance de régler ces questions-là. Après, ça faut pas se laisser bloquer. On a parlé aujourd'hui de tout un tas d'outils qui sont absolument géniaux, et Airtable est incroyable, et on peut faire beaucoup de choses, mais c'est bien d'avoir conscience du périmètre dans lequel c'est utile. Ouais. Bon, moi, je vais devoir y aller, les amis. Merci. Ouais, bon, de toute façon, on va arrêter le live. Hein. On va arrêter le live, je pense. En tout cas, merci à tous. Merci à Florian, Élise et Pierre d'être restés jusqu'à la fin. Et puis, bon, bah, on vous dit à. Alors, au mois prochain, on verra si on fait. Moi, ça va être un peu chaud pour le mois prochain, mais on verra. Probablement en septembre pour la prochaine émission Airtable Arena. Bon, on verra. On parlera peut-être de Make versus N8N versus Zapier. Ça pourrait être un débat intéressant, un peu comme celui qu'on a eu aujourd'hui sur les interfaces. Bon, allez, merci à tous. Merci à tous, merci Julien.